Samedi 26 novembre, je sors le premier update lecture 2022 sur la chaîne. Je crois qu'en termes de timing, ça se passe de mots. Hello mes petits camemberts farcis en noix de pécan, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie, un peu mortifiée aussi de vous retrouver aussi tardivement sur la chaîne pour vous présenter peut-être pas toutes les lectures que j'ai effectuées pendant l'automne parce qu'il y en a un sacré paquet et rien qu'en novembre je crois que j'en suis à ma 29e lecture, donc il est hors de question qu'on fasse un truc exhaustif. Je me suis concentrée, j'avoue, principalement sur toutes les dernières lectures qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont vraiment embarqué, qui m'ont capturé de la première à la dernière page. Et sans plus d'introduction ni de blabla, je vous propose qu'on s'y colle tout de suite. On y va? On va attaquer avec une lecture qui était prévue dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge et qui est le premier tome d'une duologie de science-fiction intitulée Histoire de moines et de robots et qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages, écrit par Becky Chambers et publié aux éditions de l'Atalante. Dans ce très court premier volume qui se rapproche plus du format novella que du roman à proprement parler, on va suivre l'histoire de Dex qui est un moine de thé dans une société futuriste dans laquelle tous les problèmes d'écologie, de surpopulation, de surconsommation ont été résolus. Les humains ont fini par en prendre raison et par raisonner en termes local, en termes zéro impact, respect de la nature, de l'environnement, des ressources. Et donc on se retrouve dans une société dans laquelle on va suivre Dex, notre personnage principal, qui un beau jour va avoir une forme de révélation. Sa place au sein de la société n'est plus aussi satisfaisante qu'auparavant. Le matin, Yel se révèle saisie, habitée par des émotions assez contradictoires, par un manque de motivation. Et Yel va être totalement happée, va avoir une idée un peu folle et monomaniaque le jour où Yel décide de vouloir entendre le chant des grillons, qui est quelque chose d'hyper rare et de méconnu dans cette société futuriste. Et donc Yel va changer, se réorienter et entreprendre un apprentissage pour devenir moine de thé, ce qui lui permettra de prendre la route dans sa petite roulotte et de partir à la recherche de sens. Et si ses premiers pas sont un peu maladroits, un peu balbutiants et pas forcément très concluants, Dex va finir par devenir un excellent moine de thé. Et sa route pourrait très bien croiser celle d'un robot qui est pourtant une forme de technologie qui a atteint une forme d'autonomie et d'indépendance de pensée il y a de ça des siècles et qui a décidé en toute conscience de ne plus servir l'homme et de se retirer de la société. Et à partir de ce jour, on n'a plus jamais entendu parler d'eux, sauf que au cours de ses pérégrinations, Dex va tomber sur l'un de ses représentants. Et entre les deux va s'initier une forme de dialogue, une forme de duo qui est vraiment un excellent moment à passer. D'un point de vue narratif, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage parce qu'il n'y a pas de véritable enjeu scénaristique, on n'est pas là avec une intrigue, avec des complots, avec des mystères, avec des secrets. C'est plutôt un roman, un récit d'ambiance, d'atmosphère et presque un conte philosophique. En tout cas, c'est une forme de pérégrination aux côtés de ce moine de thé qui s'interroge sur le sens, sur la quête de sens, sur le bonheur, sur la vocation, sur qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui motive chaque conscience, qu'est-ce qui justifie notre venue au monde. Et c'est tout un tas de questionnements qui vont commencer à émerger, à germer dans son esprit au point de la désarçonner parce que Yel n'a aucune idée de quoi faire de toutes ces questions, ne sait pas par quel bout le prendre et j'ai énormément aimé toute cette dimension très bienveillante, très introspective, avec une grande place accordée à la nature, aux respirations. C'est un récit qui est très positif, qui est très enveloppant, très doux et à la fois qui pose de véritables questions qui peuvent filer une forme de vertige métaphysique. C'est-à-dire que au tout départ, sincèrement, quand j'ai commencé à feuilleter ce bouquin, j'ai eu une forme de déception parce que je sais pas pourquoi, j'en attendais beaucoup. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, je m'ennuie. Je m'ennuie, je m'attache pas à ce personnage, je vois pas trop où ça veut aller, je vois pas trop quels sont les enjeux. Si toute l'histoire tourne autour de Dex qui va apprendre à mélanger des herbes et à accueillir ses clients dans sa roulotte,
ça n'a pas grand intérêt. Sauf que petit à petit, cette profondeur métaphysique va apparaître, va se dessiner, va se brosser. Et là, pour le coup, mon ennui s'est tout de suite envolé et ça a terminé par un petit coup de cœur, par un très beau moment qui était très tendre, très enveloppant, le tout avec une plume qui est accessible mais qui n'en reste pas moins efficace, qui permet de poser les bonnes questions et de tourner, de structurer une pensée de façon pertinente, de façon philosophique, passionnante. Bref, j'ai été totalement charmée par ce premier volume et il me tarde d'avoir le deuxième volet qui sort début 2023, donc l'attente est encore un petit peu longue, mais sincèrement, excellente découverte qu'un psaume pour les recyclés sauvages. Et après ce petit coup de cœur pour un premier tome de série philosophique, j'enchaîne avec le dernier volume d'une trilogie qui, s'il est moins métaphysique que son prédécesseur, n'en reste pas moins très contemporain, très actuel et très malin. Et c'est également un petit coup de cœur, je vous parle du troisième tome de Magic Charlie, que justice soit faite, qui est écrit par Audrey Alouette et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'en vois déjà certains et certaines qui s'affolent derrière leur écran, promis, c'est garanti sans spoil. Je vais me contenter de vous rappeler les grandes lignes du premier tome et de vous donner mon avis à chaud très rapidement. Promis, ça va bien se passer. Si vous avez l'extraordinaire chance de ne pas encore avoir découvert cette trilogie, très rapidement, dans Magic Charlie, on va suivre l'histoire de Charlie, un ado de quoi, une quinzaine d'années, dont la mère est directrice d'un établissement scolaire relativement plutôt banal. Par contre, le piquant et le sel de sa vie va plutôt venir du côté de sa grand-mère, dont il était très proche quand il était enfant parce que c'est une pâtissière hors pair qui a toujours été très tendre, très protectrice envers lui, sauf que un drame s'est produit quand il était petit, elle a disparu du jour au lendemain et bien des années plus tard, elle va refaire son apparition extrêmement diminuée physiquement et surtout comme une espèce de coquille vide humaine puisqu'elle a été privée, séparée, elle a perdu absolument tous ses souvenirs. Donc déjà foncièrement de base cette histoire de grand-mère amnésique disparue pendant des années qui refait surface comme une fleur d'on ne sait où, ayant vécu on ne sait quoi, c'est déjà hyper intriguant, mais rajoutez à ça que ça va être le début pour Charlie des problèmes puisqu'il va faire une entrée plutôt fracassante dans le monde des magiciens, donc des sorciers, découvrir tout un pan de l'existence, tout un monde qui lui avait été caché, voilé pendant toutes ces années, et il va devoir entamer son apprentissage pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs qui sont un peu défaillants, auprès d'un maître pour le moins atypique, et aux côtés d'une autre apprenti qui est plutôt revêche. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous l'accorde, pitché comme ça peut donner l'impression que c'est un peu un réchauffé, un condensé de tout plein de récits d'apprentissage magique qu'on connaît, que ce soit Harry Potter, Percy Jackson, j'en passe et des meilleurs, sauf que là où le gros point fort de cette trilogie entre en scène, c'est son autrice. C'est Audrey Alouette et sa plume qui a une saveur, une texture, une âme, une identité, une personnalité propre. C'est drôle, c'est enlevé, c'est documenté, c'est intelligent, c'est malin, c'est sarcastique, c'est caustique. Le ton est génial, truculent, c'est élégant, c'est doux, c'est savoureux, c'est tendre, c'est explosif, c'est solaire. Je vous assure que c'est un cocktail absolument détonnant et en plus l'univers magique qu'elle a imaginé est loufoque et régi par tout un tas de problématiques et par tout un tas d'inventions, de trouvailles scénaristiques qui sont brillantes. J'ai pas d'autres mots, que ce soit les pâtisseries magiques, que ce soit les systèmes qui régissent la société, que ce soit les hiérarchies, les allégories. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très ingénieux, qui rendent l'ambiance tellement unique et immersive que c'est un régal de s'y plonger à chaque fois. Je trouve qu'il y a une petite pointe de Terry Pratchett dans cet ensemble parce que Audrey Alouette a été bercée par les écrits de cet écrivain, de ce monument de la littérature de fantasy humoristique, et ça se ressent tout au long de la trilogie, et ce troisième tome ne fait pas exception à la règle. J'ai été tout autant embarquée que pendant les deux premiers. Ils sont de plus en plus longs au fur et à mesure parce que le récit se densifie, se complexifie, devient plus noir, plus sombre aussi au fur et à mesure, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce dénouement. Ça n'a pas été le coup de cœur des premiers et deuxièmes volumes pour
Principalement, je dirais 2 raisons, sans rentrer dans le détail parce que je vous ai promis de ne pas spoiler. Il y a une romance qui est mise en place, qui ne sort pas de nulle part, qui a été amenée progressivement, mais qui ne m'a pas convaincue. J'ai trouvé ça crispant en fait, à chaque fois que ces personnages étaient mis en scène ensemble, je ne trouvais pas en fait l'intérêt de ces scènes parce que je trouvais pas ça spécialement mignon, je trouvais pas ça attendrissant, pas utile non plus dans leur développement psychologique, ni dans l'intrigue. Donc j'ai trouvé ça juste lourd et un peu cliché et un peu pâteau et je sais pas, j'ai pas du tout été convaincue. Ça m'a crispée à chaque fois que je les voyais ensemble, ce qui ne m'arrive pourtant jamais ou très rarement parce que j'ai strictement rien contre les romances ou les relations amoureuses dans les bouquins. Et là, celle-ci, je sais pas pourquoi, elle ne passait pas. Il y avait ensuite un deuxième point qui m'a un petit peu crispée pendant ma lecture, c'est qu'il y a toute une question autour de l'affirmation de soi et plus généralement en fait du consentement, qui est une thématique que je trouve très très importante à aborder et c'est pas mal fait, mais c'est juste que du coup il y a des scènes qui sont très très gênantes de rapprochements physiques non consentis qui sont douloureux à vivre en fait, c'est-à-dire que le personnage qui les subit n'arrive pas à trouver la force de dire non. Et nous, en tant que lecteurs et lectrices, on subit du coup cette espèce d'emprisonnement et ces situations hyper malaisantes qui, du coup, m'ont crispé en fait, ce qui est très bien réussi parce que le but c'est bien de prouver que c'est pas normal et qu'on ne doit pas s'en satisfaire, mais du coup j'ai trouvé ça extraordinairement crispant et je ne lis pas Magic Charlie pour être dans cet état-là. Donc ça aussi ça m'a un petit peu dérangée, mais par contre j'ai trouvé que le parallèle établi entre une problématique qui intervient dans le monde de la magie par rapport à notre société contemporaine entrait en résonance avec l'actualité de manière formidablement pertinente. Donc ça c'était hyper cool. Chaque arc narratif est bouclé de façon satisfaisante. Il y a un petit clin d'œil au tout premier roman de l'autrice qui s'appelle Les Poisons de Catarse, puisque il y a un personnage et un univers qui sont cités / mis en scène dans Les Poisons de Catarse qui font leur apparition dans ce 3e tome. Donc pour ça c'était chouette. Il y avait aussi un petit clin d'œil à Encanto et au fameux Ne parlons pas de Bruno qui m'a beaucoup fait rire parce que je trouvais ça amusant que ça apparaisse dans la narration. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont été un petit peu plus pénibles à lire, mais globalement ça reste une très très bonne conclusion. Donc Magic Charlie, carton plein pour moi quand même malgré tout. Après 2 romans, je vous propose qu'on fasse une petite incartade dans le monde des graphiques avec un très beau coup de cœur qui n'est nul autre que Merlin, qui est le dernier tome du triptyque consacré au personnage de Chaussette, cette petite mamie dont j'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises parce que ça fait partie de mes albums jeunesse favoris de tous les temps, qui m'avait émue aux larmes, j'ai pleuré dans la médiathèque là où je l'ai lu pour la toute première fois. Le 2e tome s'appelle donc Jeannot et le 3e donc s'intitule Merlin. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas du tout suivi cette histoire, donc dans le 1er tome on suit Chaussette, une petite mamie qui vit avec son corgi Dagobert et qui du jour au lendemain va commencer à agir un peu bizarrement, à voler des trucs dans les commerces où d'habitude elle fait ses petites courses. Et on va suivre cette histoire du point de vue de Merlin, son petit voisin qui est âgé je pense de 6 ans dans le 1er volume. Dans le 2e tome on suit encore Chaussette, mais cette fois dans sa rencontre avec Jeannot qui est un jardinier très bougon. Et le 3e volume du coup est consacré principalement à Merlin, le personnage du petit garçon qui a maintenant bien grandi et qui est confronté à une situation familiale pas très simple parce que sa maman est malade et qui va donc être amené à fréquenter Chaussette plus assidûment pour essayer de se sortir un petit peu, de se changer les idées, lui et son petit frère. Et c'était encore une fois un très beau récit parce que ça aborde effectivement la question de la maladie, la question de la transmission, la question des regrets, des souvenirs, de beaucoup de thématiques qui sont chères à Loïc Clément. Et on retrouve le personnage de Chaussette, de Jeannot, on retrouve cette douceur et cette mélancolie qui font le sel et la personnalité de ces albums. Donc si jamais vous avez aimé les 2 premiers ou ne serait-ce que le premier, je vous invite très fort à vous pencher sur l'intégralité de l'œuvre parce que ces personnages valent vraiment la peine d'être découverts, que graphiquement c'est irréprochable et que vous ne pourrez que tomber sous le charme de Chaussette et toute sa bande. Et puisque j'ai évoqué le terme de transmission, je vous propose
qu'on l'épingle comme ça dans un coin, ça nous fera notre fil rouge avec la prochaine lecture qui a été un gros coup de cœur. Pour le coup, j'ai adoré ce roman qui m'a d'ailleurs causé une espèce de panne de lecture après l'avoir terminé parce que je n'avais envie de rien d'autre, j'avais envie de lire la même chose mais en pas pareil. J'avais rien d'équivalent dans ma bibliothèque, donc vraiment j'ai galéré à réembrayer. Et il s'agit de The Very Secret Society of Irregular Witches, qui est écrit par Sangu Mandana et qui raconte l'histoire de Mika, une sorcière âgée d'une trentaine d'années, qui se sent un peu seule dans sa vie parce que, déjà pas de peau, de base les sorcières finissent toujours par être orphelines parce que quand vous naissez avec des pouvoirs magiques, vos parents finissent par trouver la mort d'une façon ou d'une autre quand vous êtes enfant, donc très rapidement vous vous retrouvez un peu isolé et seul au monde. Et pour ne rien arranger, la personne qui chapeaute un petit peu toutes ces sorcières qui finissent par se retrouver qu'à un cas, a instauré plusieurs règles, dont la principale qui est que les sorcières ne peuvent pas vivre en communauté parce que ça galvaniserait, ça rassemblerait trop de pouvoir en un seul et même endroit et ça déstabiliserait du coup la magie, ce qui les exposerait au regard des mortels et donc à de graves dangers. Et pour éviter ça, cette doyenne a décidé que chaque sorcière vivrait indépendamment, se débrouillerait seule et qu'elle se retrouverait une fois par mois en assemblée pour essayer de discuter un petit peu des problématiques, d'échanger des recettes, d'échanger des sortilèges, d'échanger des petites astuces, voilà. Mais que ça se cantonnerait à ça. Donc Mika a été élevée dans un manoir tenu par cette doyenne et elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle se fait passer pour une sorcière des temps modernes en purifiant des cristaux, en faisant brûler de la sauge, enfin vous voyez un petit peu ce genre de contenu witchy qui est assez en vogue et elle se dit que comme ça lui permet de partager autour de quelque chose qu'elle connaît bien, d'avoir une forme d'échange tout en lui assurant une très bonne couverture parce que jamais personne ne pensera qu'une vraie sorcière fait du contenu de ce type-là sur les réseaux sociaux. Et sauf qu'un jour, elle va recevoir un étrange mail lui demandant de venir assurer l'éducation de 3 sœurs sorcières qui ont été retirées du système et très convenablement cachées pour qu'elles puissent grandir ensemble. Et la jeune femme va décider d'accepter ce job de tutrice et ça va être l'occasion pour la jeune femme d'enfin découvrir peut-être une forme de schéma familial qui lui a toujours fait défaut. Franchement, de base, ce postulat m'avait beaucoup intéressée et intriguée parce que je m'étais demandé à quel moment on pouvait créer une histoire vraiment prenante et passionnante à partir de ces quelques éléments. Sauf que dès l'instant où Mika met les pieds dans la propriété où vivent ces 3 petites filles, sous la houlette du jardinier, de l'intendant, de la cuisinière et du bibliothécaire qui vivent là parce que la propriétaire mécène qui s'occupe de tout ce petit monde est archéologue et donc n'est jamais présente chez elle. Donc c'est un peu les domestiques, les intendants, enfin voilà, tout le personnel de la maison qui prend soin de ces 3 petites filles. Et Mika va arriver dans cette dynamique où certains sont très contents de l'avoir arrivé parce que ça va rendre service aux petites et de l'autre vous avez ce bibliothécaire hyper bougon qui lui ne veut pas d'elle parce qu'il a l'impression que ça ne va leur apporter que des problèmes, qui est hyper protecteur envers ses enfants. Et je me suis tout simplement délectée de la dynamique entre tous ces personnages. Si je dois vous donner un point de comparaison que je trouve à la fois pertinent mais qui me déplaise par un autre aspect, je dirais que si vous avez aimé La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, ce roman peut carrément vous plaire parce qu'on est un petit peu dans cette vibe là d'une personne assez solitaire, assez isolée qui va se retrouver à devoir prendre soin, interagir avec des enfants qui sont coupés du monde parce qu'ils sont différents et en même temps on prend déjà soin d'eux parce qu'il y a déjà des personnes qui les aiment et qui veulent faire attention que ces nouvelles interactions leur soient plus positives que négatives. Et donc par toutes ces dynamiques, par tous ces aspects, par le côté magique soft, ça m'a beaucoup rappelé La maison au milieu de la mer céruléenne. Mais il faut savoir que moi c'est pas un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas détesté, je l'ai trouvé très correct, mais sans plus. Ça n'a pas du tout été un coup de cœur, ça n'a pas été la révélation comme ça a pu être le cas pour de nombreux lecteurs et lectrices, alors que celui-ci, oui, j'ai 1000 fois plus aimé parce que je l'ai trouvé plus profond, je l'ai trouvé plus attachant, j'ai plus accroché avec les personnages, j'ai trouvé ça très tendre, très mignon, j'ai eu envie de verser ma larmiche à certains moments, j'ai pas trouvé ça creux, j'ai pas trouvé ça plat, j'ai adoré.
J'ai vraiment adoré ce roman. Donc si vous avez aimé La maison au milieu de la mer céruléenne et que vous lisez en anglais parce qu'à ce jour il n'a pas été traduit, bah donnez-lui sa chance parce qu'il y a vraiment moyen que vous appréciez très fortement. Et une fois n'est pas coutume, je suis saisie de voir à quel point mes lectures peuvent se répondre malgré moi et de pouvoir détricoter un peu les fils rouges comme ça qui se tendent entre elles, parce que si on reste dans cette thématique de famille qui n'est pas génétique mais de personnes qui nous aident à grandir, à nous déployer, à bourgeonner en tant qu'individu, et ben ça fait un lien tout trouvé pour vous parler d'un merveilleux album qui s'intitule 16e printemps, qui est écrit par Yunbo et publié aux éditions Delcourt. Je fais une micro-pause câlin parce que ça a été vraiment une très belle rencontre entre cet album et moi, parce que j'ai mis un temps fou à le sortir de ma pile à lire par peur d'être déçue. Et oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait d'attendre, je sais pas, le moment propice où je serai inspirée pour le découvrir à tête reposée, parce que dans cette histoire on va suivre une petite renarde qui, je pense, doit avoir 5-6 ans au début de l'intrigue, et on va assister avec le cœur un peu brisé à la première scène de l'album qui s'ouvre sur le jour de son anniversaire, où la petite est toute excitée à l'idée de manger ce gâteau aux fruits rouges qu'elle attendait depuis des jours et qui trône sur la table de la cuisine, sauf que sa mère a l'air totalement blasée, et quand elle rentre à la maison, et ben son père est dans le canapé, sa mère commence à hurler, ses parents se disputent et décident de divorcer ce jour-là parce que vraiment ils ne s'entendent plus. Donc la petite entend ça depuis l'autre pièce et c'est absolument terrible parce que c'est une scène d'ouverture qui est très marquante, et on va avoir une ellipse temporelle. Sa mère n'est plus là. On sait pas ce qui s'est passé, elle est juste plus dans le tableau, et son père l'emmène chez son grand-père et sa tante pour qu'il s'occupe d'elle parce que lui doit travailler et ne veut pas assumer sa fille tout seul. Donc la petite va se retrouver chez ce grand-père et cette tante qu'elle ne connaît pas et qui sont pas franchement ravis de la récupérer chez eux. Sa tante est quelqu'un qui vit toujours chez son père, du coup, qui n'a jamais quitté le nid et qui ne sait pas s'y prendre avec les enfants et qui n'a pas envie de savoir s'y prendre, et ce grand-père qui est déjà un peu tout vieux, donc qui veut bien rendre service à son fils mais du moment que ça reste provisoire, et qui lui non plus ne sait pas gérer une enfant de 6 ans. Et donc ça va être le début de cette cohabitation qui ne se passe pas bien, jusqu'au jour où notre petite renarde va tomber sur une voisine poule qui a une petite maison à côté d'une serre magnifiquement entretenue, et petit à petit l'autrice nous propose d'assister à des scènes de vie, parce qu'il y a des ellipses narratives, c'est un petit morceau de vie chaque année pris autour de l'anniversaire de notre héroïne, et donc ça va être la rencontre pas forcément géniale avec cette poule, et puis petit à petit son évolution au fil des années. Et j'ai adoré cet album parce que, déjà, je pense que vous l'aurez compris, c'est très émouvant. L'autrice n'y va pas avec le dos de la cuillère. On a le divorce, on a l'arrachement à ses parents, on a des parents démissionnaires qui juste renoncent à leur parentalité et qui se débarrassent un peu de cet enfant dont ils ne savent que faire. Et vous avez à côté de ça cette petite fille qui doit apprendre à se dépatouiller avec cette situation, avec toutes les émotions négatives que ça fait naître en elle, parce que du coup elle est très en colère, elle est très agressive, elle est très revêche. Et au départ c'est pas un personnage plaisant à suivre parce qu'elle est insupportable, elle passe son temps à piquer des colères, à faire des caprices, et moi qui ai un peu un problème avec les enfants en fort tempérament, j'avais envie de... j'avais envie de jeter l'album à l'autre bout de la pièce parce que ça me tapait sur le système, mais petit à petit on comprend bien que elle fait pas spécialement exprès, c'est juste qu'elle ne sait pas comment gérer autrement, et donc c'est en se confrontant aux autres et plus particulièrement à sa voisine qu'elle va apprendre une autre façon de grandir en fait qu'en étant dans le conflit, et c'est tout simplement merveilleux, et j'ai adoré le message qui se cache derrière de comment on peut aider les enfants à grandir, comment est-ce que chacun grandit à son rythme, comment on fait avec les aléas de la vie, comment vivre ensemble, comment pardonner, comment guérir. C'est un merveilleux album qui aborde toutes ces thématiques avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup d'émotion et un dessin qui est extraordinaire. J'ai pas besoin d'en faire des caisses en termes de superlatifs. Vous aurez compris que c'était un merveilleux moment et que c'est une recommandation que je vous transmets
vraiment du fond du cœur. Je vais passer assez rapidement sur le prochain roman parce que c'était une excellente lecture, que je lui ai mis une très bonne note sur Livre Addict, je crois qu'on était autour de 17, mais que quelques semaines après la lecture, malheureusement, je me rends compte que, en dépit de tout le bien que j'en pense, il ne m'en reste pas grand chose, donc je vais pas pouvoir m'étaler outre mesure. Il s'agit de L'Arrachemot de Judith Bouilloc, publié aux éditions Hachette, il y a de ça quelques années, hein, donc j'ai l'impression d'avoir pris un petit coup de vieux parce qu'il traînait dans ma pile à lire depuis un moment. Mais en gros, dans cette histoire, on suit Iliade, qui est une jeune femme qui adore lire, qui passe sa vie à lire et qui a un talent très particulier, c'est-à-dire que quand elle lit à voix haute, elle arrive à incarner les personnages, les décors dans des espèces de projections autour d'elle qui permettent aux gens de visualiser ce qu'elle est en train de raconter. Donc du coup, elle est une conteuse assez reconnue dans son petit univers et un jour, elle va devoir partir à la capitale parce qu'elle a été fiancée à un mystérieux étranger et ça va être donc la découverte de la cour, ça va être la découverte des intrigues et de ce fiancé qui ne se présente pas mais qui lui permet de s'extraire du coup de sa condition et d'un chagrin d'amour dont elle a eu du mal à se remettre. Et déjà, rien qu'en vous le pitchant comme ça, je me rends compte à quel point ça peut rappeler un petit peu le postulat de départ des fiancés de l'hiver. Et c'est vrai que ça m'y a un petit peu fait penser, forcément, parce que il y a cette histoire de mariage arrangé, d'héroïne qui est très douée avec les mots pour incarner les histoires, qui a ce pouvoir un peu hypnotisant. Le fiancé mystérieux, et puis vous avez des complots de cour et des intrigues politiques. Bref, vous avez quand même beaucoup de fils rouges qui se ressemblent, mais j'ai trouvé que L'Arrachemot était un volume unique parce que c'est un one-shot qui se tenait bien. Il y a beaucoup de références littéraires, il y a beaucoup de clins d'œil, donc c'est un récit qui est quand même assez fourni culturellement. Enfin, on sent que l'autrice a un bagage littéraire et culturel assez solide et qu'elle nous fait ressentir mais sans nous écraser avec, donc c'était très appréciable. La plume était chouette. En fait, j'ai passé un excellent moment de divertissement. Ça a les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire que c'est rapide, c'est immersif, mais j'en aurais voulu plus et je pense que pour que ce soit plus marquant, plus efficace, il aurait fallu que ce soit plus long. Donc c'est un très bon one-shot, mais qui du coup aurait pu donner matière à plusieurs volumes et qui aurait gagné à être un petit peu moins rapide et un petit peu moins précipité dans sa narration, parce que en soi il se passe toujours beaucoup de choses, mais ça reste un récit de 300 pages écrit assez gros, alors qu'il y aurait largement eu de quoi faire bien plus pour que ce soit plus efficace, plus posé et donc plus percutant. Et je pense que c'est ce qui fait que quelques semaines après, mes souvenirs sont toujours très positif, mais assez nébuleux, parce que il y avait tout ce qu'il fallait là où il fallait, mais que c'est un peu comme si, je sais pas, c'est comme les apéros dînatoires en fait, c'est que vous goûtez à plein de trucs hyper bons et vous vous dites c'était délicieux, mais à la fois vous auriez bien mangé, je sais pas, plus de chaque. C'est très vaseux comme comparaison, mais j'espère que vous avez l'idée. En tout cas, si jamais ça peut vous tenter, c'était quand même un très chouette moment. Dernier titre de cette update lecture qui est également une relique que je pensais ne jamais excaver de ma pile à lire et qui pourtant s'est révélé être un excellent titre. Il s'agit de Miroir, qui est scénarisé par Kayu Shira et dessiné par Pozuka Demizu. C'est publié aux éditions anciennement Kazé et maintenant Crunchyroll, et signé en fait par le duo à qui on doit The Promised Neverland, qui est un manga, je pense, qui se passe de toute forme de présentation. Et Miroir est un projet un peu atypique, je pense que ça doit être une commande, enfin je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais c'est un partenariat entre le magazine Jump et Chanel, la grande maison de couture, de parfumerie, de bagagerie qu'on connaît toutes et tous. Et c'est un recueil de 3 nouvelles qui se propose d'explorer la figure et la philosophie de Gabrielle Chanel, la fondatrice de la maison. Alors franchement, je vous l'accorde, de prime abord, il n'y avait rien qui me prédestinait à apprécier ce recueil, parce que de base la mode ça me passe, mais alors complètement au-dessus. Coco Chanel, c'est pas une figure que je connais ou qui a suscité en moi une forme de curiosité dans mon histoire personnelle. Vraiment, je connais quelques bases, mais encore de très loin. Et en plus de ça, The Promised Neverland, je fais partie des rares personnes qui n'ont pas particulièrement accroché. Je crois que j'ai abandonné la série au tome 2. Donc a priori, rien ne me prédestinait à apprécier Miroir. Et pourtant,
j'ai adoré parce que donc il y a 3 histoires qui alternent entre une petite fille qui adore les contes de fées, vous avez une femme qui adore se maquiller et changer d'apparence parce que elle essaye en fait de repousser les gens, de les mettre à distance parce qu'elle ne veut pas laisser voir ce qu'elle est fondamentalement. Et la dernière histoire, c'est un lycéen mal dans sa peau qui va se révéler au contact d'un ami à lui qui lui propose de s'émanciper à travers les vêtements. Ça paraît anodin, mais en fait ce sont des formes de petits contes philosophiques modernes qui mettent en lumière tous les idéaux et les croyances défendus par Coco Chanel dans sa vie et dans son œuvre. Et donc déjà narrativement c'est très intéressant, d'un point de vue graphique c'est magnifique, je veux dire tout est hyper bien léché, il y a une alternance entre les textures, il y a un jeu sur le mouvement et sur les couleurs, du passage du noir et blanc à des touches de couleurs, à des explosions de tonalité, c'est extraordinaire d'un point de vue graphique. Et en plus de ça, il y a également un petit dossier explication interview sur le projet, sur la figure de Coco Chanel, sur ce que représentent les éléments des histoires mises en scène. Franchement, c'est un excellent recueil. Je trouve il a tout ce qu'il faut là où il faut. C'était intéressant, c'était instructif tout en étant onirique et percutant. Bref, j'ai adoré Miroir, et si vous n'en avez jamais entendu parler, ben peut-être que l'affront est réparé avec cette vidéo. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette update lecture un peu décousue parce qu'on sent que j'ai perdu l'habitude de parler devant une caméra vous aura plu. J'espère que mon enthousiasme pour ces œuvres aura été entendu et retransmis à leur juste valeur. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures marquantes, les derniers trucs que vous avez lus auxquels vous attendiez pas, qui vous ont percuté, qui vous ont impacté, qui vous ont vraiment marqué. Je serais très curieuse de lire tout ça. Et en attendant, moi je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Well, I drive alone down empty streets.